ou des maladies chroniques ayant besoin de soins prolongés ne va cesser d'augmenter. Trop d'hommes et de femmes manquent déjà de solutions satisfaisantes. Plus de 300 000 Français sont touchés aujourd'hui en France par la maladie de Parkinson. 1 million de personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer en France et bientôt presque 2 millions en 2050. Le nombre de personnes dépendantes augmente de manière critique, vers 4 millions à l'horizon 2050. Plus que jamais, il est donc important d'agir pour ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques pour y répondre. Donc, le fonds Clinatech a été créé en 2014 pour mettre la technologie au service de la santé, faire que les innovations biomédicales et technologiques contribuent à l'avenir des patients afin de maintenir leur autonomie, leur inclusion sociale et où la maladie et le handicap auront moins d'impact sur leur quotidien. Porter aussi des approches novatrices et non chimiques, comme l'utilisation de la lumière pour protéger notre cerveau de l'électricité, pour bloquer les symptômes ou encore du froid sur nos cellules pour mieux prévenir les troubles. Alors, je rappelle que, comme dans l'énergie, comme dans beaucoup d'autres choses, on fonctionne plutôt sur un mix santé. On va opposer les techniques avec les autres. On parlait de la molécule avec le médicament par rapport aux médecines non traditionnelles. Ici, voilà, on ne va pas opposer ces solutions à l'un à d'autres, mais ce sont des solutions innovantes et efficaces qui peuvent aussi se combiner aux autres solutions. Donc, il est important de parler et donc de soutenir potentiellement. Voilà, Laurent, je te laisse la parole. Et je te remets le son. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, et on t'entend. Parfait. Donc, je vais passer en plein écran. Bien, eh bien, merci François et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci pour l'opportunité que tu nous offres de présenter Clinatech. Je vais parler surtout de Clinatech et aussi un peu du fond, mais beaucoup de Clinatech. Comme vous le voyez, le slogan de Clinatech ou du fonds Clinatech, c'est Make the Impossible Possible, dans la mesure où Clinatech adresse des maladies qui aujourd'hui font face à l'absence de solutions ou de réponses thérapeutiques satisfaisantes, comme les maladies neurodégénératives, la maladie de Parkinson. Vous voyez ici des chiffres un petit peu alarmants. 42% de la population française a une pathologie chronique et on fait face à des situations de dépendance de plus en plus grandissantes. Et face à des maladies comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et d'autres, on a besoin de mettre au point des réponses thérapeutiques efficaces. Alors, Clinatech, Clinatech est né il y a une quinzaine d'années, une grosse quinzaine d'années, de la rencontre de trois personnes imminentes. Le professeur Halim Louis Benabid, qui est à la fois neurochirurgien et docteur en physique. Le professeur Benabid est celui qui a inventé ou qui a découvert dans les années 90, au début des années 90, la neurostimulation cérébrale profonde qui est aujourd'hui très utilisée pour traiter, pour approcher ou pour calmer les symptômes de la maladie de Parkinson. J'y reviens, je ne vais pas en dire plus, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement répandu. Mais je laisserai le professeur Sabardès en parler, c'est lui le savant sur la question. Jean Terme était le directeur de la recherche technologique du CEA, et c'est lui qui a complètement converti le centre de Grenoble, qui était autrefois un centre nucléaire, en un centre de haute technologie, qui a permis de positionner le CEA comme un des trois grands innovateurs mondiaux en termes de brevets, de connaissances acquises et de transfert de technologie. Et bien sûr, le troisième, Alain Mérieux, le grand industriel des biotechnologies que tout le monde connaît. Et en fait, ces trois personnes se sont dit qu'il serait intéressant de mettre quelque part la technologie au service de la santé et d'essayer d'ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques avec des dispositifs médicaux innovants qui mobilisent non plus de la chimie ou du médicament, mais des signaux physiques pour agir sur le corps humain, sur les cellules, et traiter aussi les handicaps lourds, et tout cela sans traitement médicamenteux.
Alors, encore une fois, le but n'est pas d'opposer le médicament avec l'approche physique, c'est-à-dire on pourrait appeler ça de la médecine physique ou de la médecine par des signaux physiques, mais c'est d'essayer d'évaluer quel est l'apport de ces stimulations, de ces signaux physiques sur un certain nombre de pathologies. Donc, les deux grandes missions de Clinatech sont de développer une recherche en rupture et puis d'accélérer le transfert de nouvelles solutions au plus grand nombre en s'appuyant sur toute la capacité de transfert technologique qui est en place au CEA et qui est extrêmement opérationnelle pour à la fois soit créer des startups, soit transférer des connaissances vers l'industrie, sachant que le CEA dépose plus de 600 brevets par an. C'est un des trois plus grands déposeurs de brevets en France et donc il a l'habitude de faire ce transfert technologique. Très important, dans Clinatech, il y a quatre partenaires, hein. C'est le CEA, et certes, Clinatech, c'est le bâtiment que vous voyez derrière, et est hébergé dans un bâtiment du CEA, mais il y a quatre partenaires qui coopèrent de façon extrêmement étroite au sein de Clinatech. Ben, le CEA, bien sûr, avec des personnes qui sont mises à disposition au sein de Clinatech. Le CHU de Grenoble, dont l'éminent représentant est le professeur Chabardès, qui va nous parler tout à l'heure. L'Université de Grenoble, qui nous permet d'avoir des doctorants. Donc, on est dans une mission de formation aussi. Et le fonds Clinatech, qui permet à la fois d'obtenir par du mécénat des fonds externes, donc de partenaires externes, mais aussi de conduire une recherche en propre, le fonds Clinatech ayant ses propres équipes de recherche. Donc globalement, tout ce monde on réunit à peu près 90 experts pluridisciplinaires qui viennent du monde de la santé, du monde de l'ingénierie, du monde de la biologie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous dans un même lieu. Il y a l'effet un peu machine à café, on pourrait dire, et ils travaillent tous au service du patient. On s'appuie, Clinatech est complètement adossé au CEA de Grenoble et au CEA Leti en particulier, un institut de Grenoble. Donc là, il est un peu en bas de la photo, qui est un centre. Sur le CEA de Grenoble, il y a 4500 personnes, 4500 ingénieurs. Vous voyez, le CEA Leti, par exemple, a créé plus de 70 startups. Il y a des salles blanches, il y a des plateformes technologiques à l'état de l'art mondial. Clinatech, donc aujourd'hui, est hébergé dans ce bâtiment. Et ce qui est original dans ce bâtiment, vous voyez que on associe dans ce même site la recherche médicale et l'innovation technologique pour accélérer le transfert des innovations jusqu'aux patients. Et vous voyez qu'au rez-de-chaussée de ce bâtiment, il y a un secteur qu'on appelle le secteur santé-patient, dirigé par le professeur Chabardès. Et ce secteur est complètement piloté par le CHU. À l'intérieur du rez-de-chaussée, vous êtes au CHU. C'est une des seules antennes du CHU en dehors d'un CHU. C'est assez unique en France, mais ça permet quand même d'avoir ce rapprochement entre les différentes équipes et des patients potentiellement dans ce secteur. Il y a une partie dans laquelle on fait des évaluations biologiques des devices médicaux, une partie dans laquelle on réalise la partie électronique et prototypage. Et puis, il y a un secteur préclinique qui permet de faire des essais sur l'animal, des traitements qu'on met au point. Le Clinatech a reçu une reconnaissance internationale depuis de nombreuses années, notamment par le professeur Benabit, qui est reconnu mondialement. Vous voyez des prix extrêmement prestigieux. Les deux derniers étant en 2023 un prix associé à l'UNESCO NetExplo Award, et puis on revient du Consumer Electronics Show de Las Vegas où on a eu un prix de l'innovation aussi sur les interfaces cerveau-ordinateur, mais j'y reviendrai. Donc le positionnement du fonds Clinatech, maintenant si je regarde le fonds Clinatech à l'intérieur de Clinatech, vous voyez que le fonds Clinatech se positionne sur des pathologies dont on a parlé, les maladies de Parkinson, les traumas crâniens, d'autres pathologies aussi comme les problèmes de troubles du sommeil, et l'idée, c'est de partir du besoin clinique. Ça, c'est essentiel. On part d'une indication clinique. On n'est pas techno-push, comme on dirait. On est piloté par les besoins cliniques et on aborde les problématiques cliniques par des modes d'action qui consistent à utiliser la physique, des stimulations physiques, qui peuvent être la lumière, l'utilisation de signaux cérébraux, l'électricité ou les variations de température. Donc, vous voyez que dans le petit diagramme qui est en dessous, en partant d'une indication clinique, le fonds Clinatech va donc être amené à rechercher des technologies qui sont disponibles ou des expertises qui sont disponibles. Potentiellement, on privilégie le CEA, bien sûr.
Et là, on va mener à bien au niveau du fond un certain nombre d'études au niveau cellulaire, au niveau préclinique, voire un certain nombre d'essais cliniques. Ces essais cliniques étant pour la plupart pilotés ou coordonnés par le CHU de Grenoble en lien avec l'université. Alors, quand on parle de physique au service de la médecine, on parle de quatre approches innovantes qui sont en particulier étudiées à Clinatech. La stimulation cérébrale profonde, donc, qui consiste à utiliser l'électricité. Je ne vais pas faire un zoom dessus parce que le professeur Chabardès va en parler. Une approche qu'on appelle en bas à gauche la thermobiomodulation, donc qui consiste à appliquer une variation de température dans le cerveau à certains endroits, notamment pour traiter l'épilepsie. Là encore, là aussi, le professeur Chavardet est un grand spécialiste de ça, mais je ne vais pas l'aborder non plus dans ma présentation. Je vais plus me focaliser sur les deux autres domaines, la photobiomodulation, donc l'utilisation de la lumière proche infrarouge, et puis les interfaces cerveau-machine ou cerveau-ordinateur qui ont été dès l'origine le cœur battant de Clinatech. Dans le domaine de la lumière, je vais vous parler de ça il est important d'avoir à l'esprit que la lumière peut agir sur les cellules du corps humain. Et là, vous voyez un schéma qui présente comment la lumière, à l'extérieur du crâne ou à l'intérieur, mais la lumière peut agir sur les cellules et elle agit au niveau des mitochondries, au sein des cellules. Et les mitochondries, disons que la lumière peut avoir l'effet de, de, de booster l'énergie des mitochondries qui contribuent au bon fonctionnement cellulaire. Et ça, bon, je ne vais pas rentrer dans la biochimie associée, mais en fait, on se rend compte que sous l'effet de la lumière, eh bien, les mitochondries produisent plus de ce qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est le carburant un peu des cellules. Et donc, les cellules, sous l'effet de cette lumière, sont en meilleure santé et de sorte elles peuvent résister mieux aux maladies et donc mieux vieillir, etc. Donc, c'est tous ces mécanismes d'action de la lumière au niveau des mitochondries, au niveau des cellules du cerveau, par exemple au niveau des astrocytes et des neurones, que nous étudions à Clinatech de façon très très fine. Et c'est étudié en particulier avec le professeur John Mitrofanis, qui est le directeur scientifique du fonds Clinatech. Le professeur John Mitrofanis est un des premiers dans le monde à avoir découvert, bien avant les années 2010, l'effet de la lumière sur les cellules. C'est un professeur de Sydney et qui nous a rejoints, qui travaille dorénavant avec nous et qui a beaucoup travaillé avec le professeur Ben Abid. Et de même, nous avons aussi le professeur Magistretti, qui est un ancien professeur de l'école polytechnique de Lausanne en Suisse et qui a d'énormes responsabilités dans beaucoup d'endroits dans le monde et qui est le spécialiste des cellules du cerveau qu'on appelle les cellules gliales, donc qui sont en particulier les cellules qui environnent les neurones dans le cerveau. Donc cet effet de la lumière sur les cellules nous permet d'envisager de traiter de manière différente des maladies, notamment la maladie d'Alzheimer, qui est un projet aujourd'hui mené à bien au sein du fonds Clinatech, suivant trois directions. Une première direction qui est une recherche un peu fondamentale qu'on appelle les biophotons, qui consiste à essayer de diagnostiquer ou de détecter l'apparition de la maladie le plus tôt possible, parce que c'est un des gros soucis actuellement, c'est le temps nécessaire au diagnostic avant que la maladie, depuis que la maladie a démarré, hein. Dans certaines maladies, il y a plus de 10 ans entre le moment où la maladie se déclenche et le moment où elle est diagnostiquée. Et donc l'idée là, c'est d'utiliser les photons qui sont émis par les cellules du cerveau. Les cellules du cerveau émettent de la lumière et donc de caractériser cette lumière pour en déduire l'apparition potentielle d'une maladie neurodégénérative notamment. Un deuxième volet au niveau des études précliniques chez l'animal, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, eh bien, on cherche à vérifier que la lumière peut avoir un effet neuroprotecteur donc des cellules et des neurones, comme on l'avait déjà fait dans le passé sur la maladie de Parkinson, dans les années 2019, et on essaye d'avoir des résultats similaires dans le domaine de la maladie d'Alzheimer,
en regardant à la fois sur des modèles animaux de souris et des modèles animaux de primates. Donc, on veut vérifier, on veut s'assurer que l'effet de la lumière est bien celui qu'on attend sur ces modèles animaux. En parallèle aussi, on a un essai clinique sur la droite où là, on veut caractériser l'effet de la lumière proche infrarouge sur l'activité cérébrale. L'idée est de voir dans quelle mesure cette lumière agit à la fois dans des phases de repos et dans des phases de raisonnement pour du cerveau, chez une population jeune ou chez une population âgée. Donc, on a un essai clinique en cours qui utilise des plateformes de Clinatech avec plus de 70 patients, 70 personnes qui ne sont pas atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais dans un premier temps, nous voulons montrer la neuromodulation, l'effet de neuromodulation de la lumière donc sur le cerveau. Et dans le même temps, dans cet axe aussi, on étudie numériquement la propagation de la lumière dans le cerveau. On pourrait schématiquement appeler, on essaye de construire un jumeau numérique du cerveau dans lequel on peut modéliser comment la lumière se propage de façon à savoir comment positionner ensuite les sources de lumière à l'extérieur du cerveau, à l'extérieur du crâne, de façon à ce que les rayons se propagent exactement dans les zones qui nous intéressent. Alors, il a été établi dans nos modèles numériques que la lumière extracrânienne peut et peut rentrer jusqu'à une profondeur de 2-3 cm, donc dans la périphérie du cerveau qu'on appelle le cortex cérébral, ce qui est une zone qui est aussi très affectée par la maladie d'Alzheimer. Alors parfois, c'est pas suffisant d'avoir cette illumination extracrânienne, et le professeur Chabardès en parlera en particulier dans le cas de la maladie de Parkinson. Et là, grâce au CEA et aux compétences de neurochirurgie de l'hôpital, justement, on a la capacité maintenant à aller éclairer aussi dans le cerveau, à l'intérieur du cerveau, les zones qui nous intéressent. Et le professeur Chabardès y reviendra. Dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, on a actuellement un essai clinique avec le CHU aussi de Strasbourg, avec les équipes du professeur Blanc, sur une maladie d'Alzheimer apparentée qui s'appelle la maladie à corps de Lewy, qui se caractérise par des troubles, notamment des hallucinations en complément des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc là, en 2024, on est en train de préparer un essai clinique avec le professeur Blanc qui j'espère, démarrera cette année. Un autre axe, bon, alors, on travaille sur plusieurs pathologies dans le domaine avec la lumière, mais je voulais vous signaler celui-ci qui est quand même intéressant sur le domaine des traumatismes crâniens. Parce que les traumatismes crâniens, en fait, c'est lié à la structure du fond aussi. Le fond reçoit beaucoup de dons d'acteurs des assurances et des mutuelles. Et donc, un certain nombre de leurs assurés, évidemment, dans le domaine des accidents automobiles, sont touchés par ces traumatismes crâniens. Il y a plus de 150 000 cas en France, hein, et ça touche les jeunes, hein, 27 ans en moyenne pour les hommes et 32 ans pour les femmes. Beaucoup sont dus principalement aux accidents de circulation et au sport un peu violent, comme le rugby, le foot, la boxe, etc. Mais en tout cas, tous ces traumatismes peuvent avoir un impact à court, moyen et long terme sur la qualité de vie, même si que uniquement une petite dizaine de pourcents sont des traumatismes graves. Et donc, c'est pourquoi, quand on parle de traumatisme grave, on parle par exemple de troubles de la conscience. En sortie de réanimation, on peut avoir des patients qui sont dans des états qu'on appelle des états d'éveil non répondant. Ce n'est pas un état de coma, c'est juste l'état en dessous, où les patients ne répondent pas aux stimulations extérieures, mais ils ne sont pas dans un état de coma, ou des états de conscience minimale. On peut avoir des troubles cognitifs qui sont un peu aussi des troubles sournois, parce que ce sont des troubles qui sont un handicap invisible, des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, des troubles du comportement de la personnalité, des troubles de l'humeur comme la dépression ou des troubles ou d'autres troubles sensitifs, moteurs, etc. Donc les traumatismes crâniens sont un vrai sujet. Et pour ce faire, donc, on travaille actuellement à la mise en place d'essais cliniques avec le CHU de Grenoble sur la phase aiguë, donc sur la phase de réanimation, mais aussi avec les CHU de Lyon, donc les hospices civils de Lyon, à la fois sur les troubles sévères en sortie de réanimation et sur les troubles modérés et pour le suivi de la rééducation neurologique long terme, aussi avec, d'ailleurs, je le signale ici, avec le CHU de Grenoble, le professeur Perrenou et le professeur Clark à Lausanne. Donc,
La lumière est vraiment un axe fort de Clinatech et du fonds Clinatech. Je n'ai pas mentionné le fait qu'on travaille aussi sur les troubles du sommeil, notamment en partenariat avec l'université sur les troubles du sommeil profond, puisque c'est un sujet important dans les maladies neurodégénératives, puisque les patients ont souvent des troubles du sommeil, et on cherche à rétablir les cycles du sommeil avec la lumière infrarouge. Et puis, on travaille aussi maintenant de plus en plus sur les maladies cardiovasculaires, parce qu'on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir un effet bénéfique de la lumière infrarouge sur la réadaptation après les infarctus notamment. Et je vais maintenant plus faire un zoom rapide sur les interfaces cerveau-ordinateur, qui est un axe extrêmement fort de Clinatech, que le fonds a financé à un certain niveau assez important grâce au mécénat. En fait, Clinatech a développé une interface que vous voyez ici à gauche, où on enregistre l'activité cérébrale. C'est un implant cérébral qui est posé simplement sur le cerveau, donc il ne rentre pas dans le cerveau, hein. Ça, c'est important par rapport à la concurrence, j'allais dire. Il est posé sur la dure mère après une opération de neurochirurgie pour ouvrir le crâne et donc poser ces implants dans les zones motrices. On en déduit à partir de là, on est capable de décoder les intentions de mouvement à partir de l'activité cérébrale qui est enregistrée. Et donc, l'idée est d'utiliser ces signaux décodés pour agir sur le monde extérieur et donc se substituer de façon à se substituer en agissant sur des dispositifs fonctionnels. Et donc, de sorte, on peut améliorer la mobilité du patient qui souffre de handicap moteur. On pense en particulier aux patients tétraplégiques et aux patients paraplégiques. Le principe sous-jacent de ces interfaces cerveau-ordinateur, c'est que vous fassiez un mouvement dans le monde réel ou que vous pensiez le faire dans un monde virtuel, eh bien, ça implique une activité corticale comparable en temps et en lieu. Vous voyez, là, c'est intéressant à droite, on voit bien que si on a une personne on lui dit lève le bras gauche ou le bras droit, on voit les parties du cerveau qui s'activent. Et si on dit à la personne pense à lever le bras de gauche ou à lever le bras droit, ce sont les zones équivalentes qui s'activent dans le cerveau. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça nous permet donc de pouvoir euh, piloter ou de pouvoir contrôler par la pensée des effecteurs extérieurs tels que des exosquelettes, par exemple. Et donc, cet implant a été développé par le CEA, c'est aujourd'hui un device médical. Et puis, donc, pour décoder ces signaux, il y a toute une technologie logicielle d'intelligence artificielle qui décode en temps réel, en moins de 300 millisecondes, je crois, les signaux pour en déduire les intentions de mouvement. Et donc, ces travaux ont donné lieu à un essai clinique dont le but était de prouver qu'il était possible pour des patients tétraplégiques de contrôler des effecteurs complexes comme un exosquelette et de pouvoir remarcher. Donc, vous voyez ici, alors le professeur Chabardet, c'était l'investigateur principal et bien évidemment en lien étroit avec le professeur Benabid. Et vous voyez ici que ce patient est donc dans un exosquelette, il pense qu'il marche, et bien l'exosquelette est contrôlé. Juste pour vous donner, alors le début, ça a été montré donc au journal de TF1. Ces images ont fait le tour du... Alors je vais m'arrêter là parce que pour le faire évoluer, eh bien derrière, on s'est dit à partir de 2019, donc à partir de cette première mondiale qui a fait l'objet d'une publication dans le Lancet Neurology qui a fait le tour du monde. Vous voyez que l'implant, l'exosquelette qui était présenté, là c'est un exosquelette lourd, qui est un prototype unique réalisé par le CEA, c'est pas quelque chose d'utilisable à domicile. Donc à la suite de cela, on a établi un partenariat avec des Suisses à l'École polytechnique de Lausanne, qui eux avaient développé un implant spinal. Vous voyez sur le squelette, la coupe de la personne à gauche, eh bien cet implant se pose en dessous de la lésion de la moelle épinière. Et cet implant est capable donc d'activer les jambes, donc d'envoyer les signaux électriques et de stimuler le mouvement des jambes. Mais jusqu'à présent, ce mouvement le patient devait le piloter à la main avec des joysticks. Et donc l'idée, ça a été de coupler
la tête, donc la tour de contrôle, l'implant cérébral du CEA, de Clinatec, avec l'implant spinal de l'École polytechnique de Lausanne. En faisant donc une sorte de pont digital qui est illustré ici. Vous voyez que là, on pose les implants de Clinatec sur le crâne, sur le cerveau, on décode les intentions de mouvement. Ces intentions décodées sont ensuite, donc on voit comment c'est décodé. Aujourd'hui, c'est dans la taille d'un PC portable. Ces intentions sont, ce décodage est ensuite, vous voyez ici l'implant qui est posé donc sur la moelle épinière en dessous de la lésion. Et donc, on établit un pont numérique ensuite entre cet implant sans fil. Hein, on établit un pont entre cet implant et une sorte de pont digital entre cet implant cérébral et l'implant spinal. Alors, il y a eu un essai clinique qui a été lancé à l'hôpital de Lausanne sur ce couplage. Et cet essai clinique a donné des résultats extrêmement intéressants qui ont donné lieu à une publication dans la fameuse revue Nature, qui montre bien qu'on retrouve une marche naturelle après ce couplage entre ces deux implants. Alors, pour vous montrer, là encore, on a eu Vous allez les découvrir honneurs maintenant du une journal de première 20 heures. mondiale qui un jour peut-être changera la vie de centaines de milliers d'hommes et de femmes. À Lausanne, des médecins français et suisses ont réussi à rendre l'usage de ses jambes à un homme paraplégique. Comment ont-ils fait? Caroline Bell, Philippe Véron et Jean-François Drouy. À chaque fois qu'il se lève, c'est un petit miracle. Marcher grâce à un dispositif qu'il pilote tout seul. Je dois dire par la pensée que je veux faire un pas. Alors le système est capable de récupérer cette information et de stimuler mes jambes. Et là, je marche. Et voilà. Donc, je vais pas aller plus loin, mais vous voyez que ce patient qui était en fauteuil roulant se lève et il marche. Et il marche avec et sans exosquelette. Il marche grâce au couplage entre l'implant cérébral de Clinatec et l'implant spinal développé à l'École polytechnique. Et ici, on voit donc après opération, on voit les imageries médicales de ces deux implants. C'est assez intéressant ce diagramme. On voit l'activité des implants, des deux implants cérébraux ici en haut à droite. Et vous voyez comment le système choisit automatiquement d'activer la jambe droite ou la jambe gauche. Alors, pour aller plus loin, pardon, Non, mais je le retourne, donc je termine dans 2 minutes et je donne la parole dans 2 minutes, au professeur Chabardès. Pour c'est aller très plus loin, intéressant. Ah, donc, il y a des programmes européens actuellement en cours, à la fois pour intégrer davantage les implants. Vous voyez qu'aujourd'hui, le décodage se fait dans le volume d'un PC portable. À terme, ça se fera dans le volume d'un smartphone. Donc ça, c'est donc un travail d'intégration. Et puis un deuxième travail qui consiste, et ça c'est très important pour les patients, tétraplégiques notamment, à redonner l'usage des bras pour un patient tétraplégique. En fait, quand on demande à un patient tétraplégique quel est ton rêve, eh bien, lui, il dit c'est de pouvoir utiliser au moins un bras. Alors que le rêve du professeur de neurochirurgie pour un patient tétraplégique, comme professeur Benabit, c'est de le faire remarcher. Mais pour le patient, c'est d'avoir un bras qui marche. Et c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, on travaille actuellement à la mobilité des membres supérieurs pour les patients tétraplégiques. Voilà, donc là, vous voyez le même patient qui, sur cette vidéo. Ce qui est très intéressant, c'est que le patient, pendant qu'il marche, il peut faire autre chose. Il ne doit pas penser qu'il marche. Il peut tout à fait lire un livre, réciter un poème, etc. Et pour terminer, voilà, je vais terminer là sur le fonds Clinatec. Je vais donner la parole au professeur Chabardès parce qu'on a aussi bien évidemment financé des activités dans le domaine de la maladie de Parkinson. Vous voyez ici, le fonds donc travaille grâce au soutien de mécènes. Le fonds a été créé il y a 10 ans. Il a levé plus de 30 millions d'euros de financement pour mener à bien ses programmes et faire ses premières mondiales. Ses partenaires sont principalement issus du monde de l'assurance et des mutuelles à ce jour. Et nous pouvons nous appuyer sur un comité de campagne. On a besoin de lever encore d'ici 2030 une somme équivalente de 30 millions, mais vous voyez qu'on a des personnalités prestigieuses au sein de notre comité de campagne.
et piloté par Madame Sophie Cluzel, qui est l'ancienne secrétaire d'État chargée des personnes handicapées dans le gouvernement Macron 1 et Macron 2. Voilà, je laisse la parole au professeur Chabardès, maintenant qui va vous parler spécifiquement de la maladie de Parkinson et des prouesses réalisées à Clinatec dans ce domaine. Stéphane, je te laisse la parole. Merci Laurent, merci et bonsoir à tout le monde. Je remercie l'organisateur de cette rencontre, Monsieur François Charles. Si tu peux je vais partager mon écran, donc peut-être qu'il faut que tu enlèves ton écran, J'arrête je ne mon sais pas. partage, moi. Ok. Tu dois... Voilà. Voilà, donc bonsoir à tout le monde. Je suis le professeur Chabardet, je suis neurochirurgien au CHU de Grenoble. J'ai travaillé pendant 30 ans déjà avec le professeur Benabid. Et donc, depuis quelques temps, je suis à Kinatech. Alors, je sais qu'il est un petit peu tard et je ne voudrais pas vous abreuver trop d'informations. Je vais essayer de faire une présentation relativement simple et didactique sur la chirurgie du Parkinson. Je sais que vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas chirurgien. Donc, je vais vous montrer pas mal d'images et essayer de vous faire comprendre ce vers quoi on évolue et notamment pourquoi on s'intéresse à la lumière actuellement dans la maladie de Parkinson. Je partage mon écran. Hop, le voilà. Il va arriver bientôt. Voilà. Et est-ce que vous le voyez? Voilà, ça y est, Oui. ça arrive. Je vous rappelle à toutes et tous aussi, vous pouvez envoyer vos remarques sur le chat. Donc, c'est pas J'ai associé à cette présentation le professeur John Mitrofanis, dont on a déjà parlé Laurent Hérault, docteur Cécile Moreau, qui est chef de projet au CEA, et puis le professeur Aline Louis Benamid, qui a créé donc, le Kinatech. Alors, la maladie de Parkinson, très rapidement, c'est 167 000 personnes atteintes en France, c'est 25 000 nouveaux cas diagnostiqués par an. C'est une maladie fréquente. On pense qu'environ, sur les 25 000 nouveaux cas par an, 10% des cas environ devraient avoir un traitement chirurgical, c'est-à-dire à peu près 2500 patients par an. On en est à peu près à 500 patients par an opérés actuellement. Voilà un petit peu ce que l'on pense être le devenir de la maladie de Parkinson en France entre 2010 et 2030. Vous voyez ici, donc, on a une augmentation progressive du nombre de ce qu'on appelle l'incidence de la maladie de Parkinson. On a une augmentation progressive du nombre de patients parkinsoniens en France, et ceci dû essentiellement au vieillissement de la population. Alors, hop. Alors, la maladie de Parkinson, je vais commencer par dire que c'est un traitement d'abord médical que l'on commence à faire. C'est un traitement par les médicaments qui marche dans tous les cas. Et dans la maladie de Parkinson, il y a, sans faire un cours de médecine, 3 problèmes. L'absence de mouvement ou la pauvreté de mouvement qu'on appelle l'akinésie, la rigidité des membres, les patients qui sont raides, et enfin les tremblements qui ne sont pas les plus fréquents. Eh bien, lorsque l'on débute la maladie, vous voyez ici la flèche sur la gauche, ça fait à peu près 10 ans que la maladie a évolué et elle n'est parlante que 10 ans après. Donc, lorsqu'un patient débute sa maladie, ça fait à peu près 10 ans qu'il est malade. Il va ensuite recevoir un traitement médical, c'est-à-dire de la dopamine qu'on va lui donner par comprimé. Mais ensuite, ces médicaments qui marchent bien au départ, c'est ce qu'on appelle la lune de miel, vont commencer à donner des complications et il va falloir évoluer vers un traitement chirurgical qui est la stimulation cérébrale profonde, dont je vais vous parler dans un petit moment. Et ensuite, au bout de 20-25 ans, c'est pas systématique, heureusement, mais dans 20-25 ans après, on peut avoir des troubles qui sont à ce moment-là plus larges, qui touchent beaucoup plus de choses dans le cerveau, avec des troubles y compris cognitifs, qui peuvent évoluer vers une démence. Alors, on a fêté cette année les 30 ans de l'invention de la stimulation cérébrale profonde, qui a été inventée à Grenoble, on n'est pas peu fiers, par le professeur Benabid, neurochirurgien, et puis le professeur Pierre Paula, qui était neurologue. Le but, c'était donc de mettre des électrodes dans le cerveau pour aller ralentir la maladie de Parkinson. En tout cas, pas la ralentir justement, traiter les symptômes de la maladie de Parkinson. On estime qu'actuellement, à peu près 250 000 personnes ont été opérées dans le monde. Voilà concrètement à quoi ça correspond. Ce sont des électrodes qui sont mises dans le cerveau, dans une zone très précise que l'on appelle le noyau subthalamique. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà un petit peu un bloc opératoire actuellement, à quoi ça ressemble. Là, c'est très technologique. Alors, celui de Kinatech est encore plus grand que celui-ci. Ça, c'est celui du CHU. En tout cas, on a les mêmes choses à Kinatech, avec un bras robotisé et beaucoup d'informatique qui nous permettent d'aller de façon plus efficace, avec moins de danger dans le cerveau des patients qui nécessitent une stimulation cérébrale profonde. Alors, comme je l'ai dit, alors excusez-moi, quelques diapositives sont en anglais, mais
c'est vrai que la maladie de Parkinson, elle est traitée par des médicaments, elle est traitée aussi par la stimulation cérébrale profonde, mais ces deux traitements ne diminuent pas la maladie, ne diminuent pas l'évolution de la maladie. Ils améliorent les symptômes, mais ils n'améliorent pas l'évolution de la maladie, c'est-à-dire que quel que soit le traitement que l'on donne, la maladie va évoluer. Alors voilà un exemple de chirurgie que l'on fait dans la stimulation cérébrale profonde. Dans la maladie de Parkinson, vous voyez, à l'époque, on opérait les patients sur anesthésie locale. Maintenant, les choses ont bien changé, puisqu'on peut les opérer sur anesthésie générale. Voilà un exemple typique pour vous un petit peu vous montrer à quoi correspond ce traitement. Vous avez à gauche de l'écran une patiente qui a été opérée il n'y a pas très longtemps de cela, une patiente qui est très ralentie, vous voyez, la pauvreté des mouvements. Et à droite, la même patiente opérée quelques semaines après par stimulation cérébrale profonde. On voit qu'elle récupère énormément les symptômes, elle souffre moins, mais encore une fois, malheureusement, même si elle est très améliorée, sa maladie va tout de même évoluer. Un autre exemple, un patient qui tremble, alors un tremblement tout à fait typique de la maladie de Parkinson, et vous allez voir que donc là, son stimulateur est arrêté, et vous allez voir que la neurologue, notre collègue, le docteur Frex, va venir mettre en route la stimulation cérébrale profonde. À ce moment-là, le patient va s'arrêter totalement de trembler, à tel point qu'on aura l'impression à un certain moment qu'il s'agit d'une photo et non pas d'une vidéo, mais vous allez voir que c'est très efficace. Donc, dans quelques secondes, je crois que c'est important que vous puissiez voir. Et là, voilà, la neurologue remet en route le stimulateur. Et là, instantanément, dans les secondes qui suivent, le tremblement s'arrête. Voilà. Un autre cas, un patient qui a une maladie de Parkinson, c'est un patient jeune, hein. La maladie de Parkinson, ce n'est pas une maladie du sujet âgé. C'est sûr que ça débute souvent aux alentours de 50, 55 ans. Mais on a des patients jeunes. On a opéré une patiente de 12 ans il y a quelques mois de cela. Vous voyez, ce patient, lui, il est bloqué. Il a une pauvreté de mouvement. Il a en plus ces mouvements, ils sont pas riches, mais en plus, ils sont très douloureux. Vous voyez la contraction des pieds, des mains, etc. Chez quelqu'un, donc il y a des douleurs. Ça, c'est dû aux complications des médicaments. C'est ce qu'on appelle des phénomènes de off. Et lorsque le patient est opéré, on le voit, c'est le même patient quelques mois après, hein, vous voyez, les cheveux ont poussé, on le voit très nettement amélioré. Il n'a plus le même visage, il n'a plus de douleur, il retrouve les mouvements fins, et c'est donc assez miraculeux. Mais je dirais que ça, c'est actuellement de la routine. Moi, j'ai opéré ce matin une patiente parkinsonienne, je fais ça toutes les semaines, c'est devenu de la routine. Ça marche très, très, très bien. Mais encore une fois, je vais essayer de vous convaincre qu'il faut aller plus loin, puisque ce n'est pas suffisant. Les patients ont une amélioration des symptômes, mais pas de la maladie. Alors, là, j'ai voulu vous montrer c'est un film que m'a envoyé un patient qu'on a opéré il n'y a pas si longtemps que ça, à Grenoble. Vous savez qu'à Grenoble, c'est une zone de ski. Et je vais vous montrer un petit film qui vous montre que la maladie de Parkinson n'est pas une fatalité et que l'on peut être très amélioré par stimulation cérébrale profonde. Le patient qui m'avait envoyé ça, voilà le patient en train de skier. Il a été opéré de sa maladie de Parkinson. Et vous le voyez skier en poudreuse. Vous allez le voir arriver en haut, voilà. Ça, c'était donc quelques semaines après son traitement par stimulation cérébrale profonde. Alors, tout le monde n'est pas capable de faire cela. Il y a même des gens qui ne sont pas parkinsoniens, qui ne savent pas ce qu'il y a à ce point. Mais tout ça pour vous dire que les résultats peuvent être spectaculaires. Ce patient-là était parkinsonien, avait 10 ans d'évolution de sa maladie. Le voyait, on le voit là, skier en poudreuse alors qu'il est stimulé. Voilà, je trouvais que c'était très intéressant de montrer cela. Hop, Alors, la stimulation cérébrale profonde n'est pas faite que pour la maladie de Parkinson. On peut l'utiliser pour différents troubles, notamment le Gilles de la Tourette, chez des patients qui ont ce jeune enfant qui avait un syndrome de Gilles de la Tourette très sévère, avec des automutilations que l'on a opérées. Le voilà sur la droite, et quelques mois après la chirurgie, quelques semaines après la chirurgie, il est sorti de la réanimation, il va beaucoup mieux. Patients également qui ont des TOC. Un petit exemple d'une patiente qui a un TOC ici, et on voit que les images pour un souci de temps, mais c'est une patiente qui passe son temps à vérifier les choses, notamment que le robinet est fermé, que son porte-monnaie en bas à gauche est bien rangé. Pour sortir de la porte, elle est également très embêtée. Elle doit vérifier
et le faire dans un certain ordre. Et on peut donc opérer ces TOC. Et voilà une patiente donc, que l'on a opérée, c'est une des premières que l'on avait opérées dans les années 2006. On a actuellement un essai à Clinatech européen sur les TOC qui est en cours, qui va être bientôt fini. On a opéré 54 malades sur 62. On espère arriver à des conclusions très rapidement, mais il y a beaucoup d'espoir là-dessus. Alors, on revient un petit peu à la photobiomodulation. Vous avez à gauche une coupe de cerveau humaine qui montre une tache noire, deux taches noires de part et d'autre. C'est ce qu'on appelle la substance noire compacta. Eh bien, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, vous voyez sur la droite une coupe de cerveau d'un autre patient qui a une maladie Parkinson évolutive depuis de nombreuses années. On ne voit plus la tache noire. On ne voit plus ces taches noires. Il y a une dégénérescence des neurones qui produisent la dopamine. Eh bien, c'est cela que l'on essaye d'améliorer puisque la stimulation cérébrale profonde et les médicaments ne vont pas arrêter l'évolution de cette maladie. Et donc, ce sont des patients qui ensuite évoluent avec des chutes, comme vous le voyez sur le côté. Alors, simplement pour vous dire que ce graphique-là, c'est simplement pour vous montrer que les scores moteurs que l'on fait passer à ces patients s'aggravent inéluctablement d'année en année et on sait les chiffrer. On sait d'autre part chiffrer et mesurer la quantité de dopamine qui reste dans le cerveau. Vous voyez sur les taches rouges et jaunes, là, ce sont des récepteurs à la dopamine dans le cerveau. Eh bien, on sait mesurer, au fur et à mesure de chaque année qui passe, la décroissance de ces récepteurs dopaminergiques. Vous voyez en bas, la courbe en vert, c'est la décroissance normale de la dopamine chez les patients parkinsoniens, à peu près 10% par an. On sait que chaque année, les patients parkinsoniens perdent 10% de leur fonction dopaminergique. Alors, la question, ça va être de savoir comment ralentir cela. Eh bien, c'est là où intervient donc l'innovation que l'on est en train de développer, que l'on appelle la photobiomodulation, c'est-à-dire l'utilisation de l'infrarouge. On sait que lorsqu'on arrive à amener de l'infrarouge à proximité de cellules qui dégénèrent, qui sont en souffrance, eh bien, ces cellules vont retrouver une certaine vigueur. Comme vous l'a expliqué Laurent tout à l'heure, l'infrarouge peut rentrer dans les cellules individuellement et aller au niveau de petites pompes à énergie que sont les mitochondries et donc repermettre à ces pompes à énergie de refonctionner et de redonner un certain souffle à des cellules qui étaient en train de mourir, celles qui sont déjà mortes, on n'y peut rien, et par contre celles qui sont en train de mourir et qui sont encore présentes, on peut les renforcer. Donc l'innovation actuellement, ce dont je voulais vous parler maintenant, c'est quelque chose de très nouveau qu'on essaie de mettre au point, qu'on a commencé à essayer chez des patients, bien évidemment dans un essai clinique, c'est l'utilisation de l'infrarouge pour ralentir la maladie de Parkinson. L'infrarouge, c'est donc, et le prochain infrarouge, c'est, on va dire, entre 760 ou 680 et 1000 nanomètres. C'est donc un flux de lumière qui va rentrer dans le cerveau et dans les cellules. Ça a commencé, pour faire simple, en 2011, avec la rencontre du professeur Benabid et John Mitrofanis. Et l'utilisation donc de cet infrarouge, c'est un modèle de souris, puisqu'il faut passer chez le laboratoire. Donc, tout ça a été fait à Kinatech avec donc, des modèles de souris. On sait intoxiquer et on sait rendre certaines souris parkinsoniennes. L'infrarouge a pu être appliqué parce que c'est facile. Hein, le crâne d'une souris est très fin, donc on peut appliquer de l'infrarouge directement au-dessus du crâne. Ensuite, lorsqu'on a vu que ça marchait, il a fallu faire la même expérimentation chez le rat, qui a un crâne plus épais, un cerveau plus gros. Donc, il a fallu développer un implant à l'intérieur de ce petit rat. Mais ensuite, lorsqu'on a commencé à imaginer faire cela chez l'homme, on a développé donc en association avec un partenaire industriel américain une sonde qui est celle que vous voyez au milieu. Cette sonde, elle a été testée dans un premier temps chez les primates et ensuite maintenant chez les patients. Alors, je vais aller un petit peu en détail. Je vais un petit peu passer là parce que je pense que ce n'est pas ça qui vous intéresse le plus. Ce sont les manips expérimentales. Euh, on a donc débuté sur la base de ces données expérimentales un essai clinique qui est porté donc par le CHU de Grenoble et qui est fait à Kinatech. Et on va donc appliquer ce concept d'infrarouge chez des patients parkinsoniens qui ont moins de 2 ans d'évolution. C'est-à-dire on les prend au tout début de la maladie parce qu'ils ont à peine 2 ans d'évolution. Ce sont des patients qui ont très peu de signes, très peu de signes. Une petite raideur de l'épaule, un petit bras, un petit tremblement de la main. Ça a été diagnostiqué par un neurologue comme étant une maladie de Parkinson, mais on en est au tout début. C'est-à-dire que ces patients, on va les inclure dans cet essai, bien évidemment s'ils le souhaitent, avant même de leur donner des médicaments, pour essayer de ralentir au maximum la décroissance et la perte des neurones. C'est un essai qui est fait à Grenoble, en collaboration avec 3 autres hôpitaux, Marseille, Lyon et Paris.
Voilà un petit peu l'implant qui a donc été développé au CEA, à Kinatech. À gauche, c'est de la batterie qui va permettre d'alimenter ce que l'on voit en B1, qui est en B1, c'est le petit boîtier qui va créer l'infrarouge. Et si vous voyez sur le petit diagramme C, on voit l'extrémité de la sonde qui produit l'infrarouge. Voilà un petit peu le principe. On va donc implanter le stimulateur ici. Ce stimulateur va être mis sous la peau du patient, comme un patient pour la stimulation, comme ça se fait dans la stimulation cérébrale profonde. Et il est connecté donc à l'implant, qui est ici mis au niveau du crâne. De ce boîtier sort une fibre optique implantée dans le cerveau, permettant d'illuminer les neurones à protéger. Et on va aller donc mettre cette sonde en profondeur du cerveau, dans une région qu'on appelle la substance noire compacte. C'est la petite région noire que je vous montrais tout à l'heure. Le traitement par la lumière n'en est qu'un implant cérébral. Voilà un petit peu, alors je ne vais pas vous montrer des photos de préopératoire, simplement celle-ci, on voit l'implant mis à la surface du crâne du patient et l'infrarouge qui va descendre ici, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais en tout cas au niveau de petit trou que l'on fait à la surface du crâne pour aller loger cette fibre qui va aller descendre en profondeur de façon très précise dans une région du cerveau. Allez-y. Ce sont des patients qui ont donc été opérés depuis 3 ans, que l'on suit. Voilà, en haut, la première patiente illuminée, c'est celle que l'on avait opérée, donc il y a presque 3 ans maintenant de cela, ça fera 3 ans au mois de mars. Et on va, donc ça c'était le premier jour, on avait mis en route la stimulation et la lumière, et donc on s'est demandé si elle sentait quelque chose, si elle ressentait quelque chose, et elle nous a dit qu'elle ne sentait absolument rien, donc il n'y a pas d'effet nocif de l'application de cet infrarouge en profondeur dans le cerveau. On en est où actuellement? Eh bien, on a opéré 4 patients que l'on suit. Les 2 premiers sont suivis depuis maintenant 2 ans. On a opéré le 4e patient la semaine dernière. Il nous reste à opérer 3 patients qu'on va opérer donc cette année en 2024. Et on a d'autre part 7 patients qui ont été inclus dans l'étude, mais qui ne vont pas être opérés, qui l'on va suivre pour voir un petit peu quelle est leur évolution. Et on espère que d'ici à la fin de l'année, mais en tout cas de toute façon, on va suivre ces patients pendant 2 ou 3 ans, 4 ans en tout chacun. On espère arriver à démontrer que l'illumination par infrarouge ne crée pas de problème, est inoffensive. Par contre, elle peut ralentir la maladie de Parkinson. C'est un petit peu l'espoir que l'on met dans cette technologie. Je me suis attardé à parler que de la maladie de Parkinson, mais bien évidemment, l'effet qui est fait sur la maladie de Parkinson n'est pas spécifique à la maladie de Parkinson. On peut imaginer plus tard, dans un deuxième temps, appliquer cette technologie sur d'autres maladies dégénératives. Pour le moment, on en est là, sur la maladie de Parkinson. Le programme avance bien. On espère pouvoir communiquer sur les premiers résultats préliminaires chez les premiers patients parkinsoniens cette année. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, et je remercie donc bien évidemment toute l'équipe qui travaille avec moi autour de cette technologie, et des ingénieurs, des physiciens, des biologistes, et puis bien évidemment le Fonds Clinatech qui avait participé initialement au financement de ces projets. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. C'était vraiment passionnant. C'est amusant aussi parce que moi, je me suis mis il y a une vingtaine d'années sur l'accompagnement psychologique. J'ai voulu regarder au niveau du cerveau comment ça fonctionnait avec les lumières. Donc, en apprenant le MBTI, des choses comme ça, j'ai voulu fonctionner. Et c'est, Laurent, ce que tu nous as montré aussi sur des sondes, des électrodes. On a entendu parler de l'électricité, mais pas beaucoup du froid, je crois, ou j'ai loupé. On va peut-être revenir là-dessus. On a un de nos membres qui s'appelle Dixie, enfin Dixie Médical et Dixie Microtechnique, qui travaille notamment avec vous sur les électrodes. Alors, ils sont à la fois dans la défense et à la fois dans le médical. Et c'est toujours impressionnant les électrodes qu'on voit utilisées. Oui, effectivement, sur le ski, on peut des exemples comme ça, c'est vraiment impressionnant. On a toujours, même pour les TOC d'ailleurs, c'est vraiment étonnant. Alors, quand on voit la sonde, là, ça fait un peu penser à Iron Man qui
qui fonctionne bien après son application. J'avais une question. Oui, alors, quelles pourraient être les applications au niveau de la défense, surtout au niveau des causes traumatiques et post-traumatiques qui pourraient qui peut être réalisées? Et puis au Alors, début, la première question, oui, et puis après je poserai la deuxième question ensuite. Allez-y, je vous laisse. peut-être que vous faites référence au syndrome de stress post-traumatique Oui, oui, qui malheureusement touche beaucoup de soldats et qui ont des traumatismes crâniens graves ou qui ont des blessures. Alors, il y a eu des projets qui ont été financés par le ministère de la Défense aux États-Unis, bien évidemment, parce qu'ils ont beaucoup de patients potentiels, par stimulation cérébrale profonde de certaines régions du thalamus, que l'on appelle du thalamus. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a eu un effet majeur parce que c'est pas encore tout à fait établi que ces régions du cerveau puissent permettre d'améliorer ces états de stress post-traumatique. Je sais qu'il y a des travaux qui sont en cours. On verra ce que cela donne. Je suis un petit peu dubitatif sur l'utilisation de ces techniques parce que on part du principe que lorsqu'on utilise la stimulation cérébrale profonde, les neurones sont présents, mais ils dysfonctionnent. Alors que si on a les zones qui sont lésées, par exemple, c'est le cas dans un accident vasculaire cérébral, ben là, s'il n'y a pas de neurones, s'il n'y a pas d'astrocytes, on ne peut pas moduler les circuits. La stimulation cérébrale profonde, elle module les circuits. Elle ne réinvente pas des neurones. ah, d'accord. Et donc au niveau du froid, Juste Alors, le froid, avant, peut-être je compléterai ce que vient de dire Stéphane Chavardès. Concernant la défense, les traumas crâniens, on se rend compte que déjà la stimulation physique du cerveau peut apporter un certain nombre de bienfaits. Après un traumatisme crânien qu'on peut rencontrer sur des terrains d'opération, hein, on sait déjà que ça a été prouvé récemment que par exemple des techniques comme la stimulation, comme la TDCS, donc la stimulation transcrânienne par de l'électricité à faible courant, peut apporter des bénéfices sur les états de conscience, par exemple, pour des patients qui ont des traumatismes crâniens. Nous, notre objectif, là, dans les études qu'on va mener, c'est vraiment d'améliorer les états cognitifs et même la sortie d'états végétatifs qu'on appelle l'état de veille non répondant ou les états de conscience de patients qui ont des traumatismes crâniens. En tout cas, d'améliorer les scores. Parce qu'il y a l'hôpital de Lyon avec lequel on travaille, ils ont une approche médicamenteuse, mais ils se rendent compte qu'au bout d'un certain temps, les patients plafonnent. Et donc, on voudrait voir si on pourrait aller un step plus loin avec des techniques physiques, de stimulation physique du cerveau. quand je parlais du mix santé, effectivement, est-ce que je pense vous n'allez pas remplacer immédiatement le médicament par cette application-là, les deux continuent à aller de concert ou oui, pas? bien sûr, hein, dans tous les cas, lorsque les médicaments sont bien tolérés, sont efficaces, on commence par les médicaments, lorsqu'ils existent. Puisque lorsqu'on Ouais. sait répondre aux besoins, on commence toujours par les médicaments. On intervient que lorsque le médicament ne fonctionne plus ou lorsqu'il y a des complications du médicament. Dans les maladies Parkinson, c'est clair que pour améliorer les symptômes, on commence par les médicaments. Là, pour l'infrarouge, c'est différent. On veut ralentir la maladie. Donc les médicaments ne le font pas. Donc c'est pour ça qu'on commence plus tôt. Je voulais vous dire deux mots sur le refroidissement. Ouais. Les électrodes de refroidissement, ça, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis 2003, quand j'avais travaillé là-dessus aux États-Unis et quand j'étais venu rencontrer les équipes du CEA, je leur ai proposé de travailler là-dessus, mais on est encore à y travailler dessus parce que ça pose vraiment des challenges technologiques. L'idée, c'est de quoi? On sait que lorsqu'on refroidit le cerveau de façon très focale, de quelques degrés, hein, on a une température du cerveau à 37 degrés, lorsqu'on descend aux alentours de 27-28 degrés, les neurones ne meurent pas, mais par contre, leur activité se ralentit. C'est comme s'il se mettait en hibernation. Eh bien, il y a un exemple où on a envie que les neurones hibernent quelques minutes, c'est l'épilepsie. Dans l'épilepsie, vous avez des neurones qui se mettent à synchroniser et qui ils vont se mettre à décharger de façon anarchique. Lorsqu'ils déchargent de façon anarchique, ils créent ce qu'on appelle une crise d'épilepsie. Alors, il y a plusieurs types de crises d'épilepsie.
Et ces crises d'épilepsie ne durent pas longtemps, elles durent 1 minute, 30 secondes, 20 secondes, 2 minutes maximum. Et l'idée, c'est de mettre une sonde de refroidissement qui va aller au sein de ce qu'on appelle le foyer épileptogène, la zone épileptogène, et on va refroidir ces neurones quelques secondes, de façon à les mettre en hibernation quelques secondes. Ça ne va pas les tuer, ça ne va pas les abîmer, bien évidemment, mais ça va les ralentir. On a ce projet, c'est un projet que j'avais depuis très très longtemps, qui commence enfin à donner des bonnes réponses au niveau du laboratoire. On a développé, il y a plusieurs technologies pour faire du froid, hein. C'est pas aussi simple que ça parce que chaque fois qu'on fait du froid en profondeur, on a besoin d'évacuer la chaleur à la surface. Et donc, il y a ce problème-là technologique. Mais on a des choses qui sont en cours, des publications qui sont en cours sur des modèles primates d'épilepsie, modèles de singes. Donc, ça veut dire que c'est déjà bien évolué. On en est au stade du préclinique. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, va être intéressant, mais qui est long à venir parce que ça pose un gros problème technologique. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour le froid. Ouais, d'accord. Et puis, alors quand on arrive à contrôler, je veux dire, les nageurs, ceux qui font de l'apnée, quand ils contrôlent un peu les pulsations par l'intermédiaire du cerveau, est-ce que c'est lié au froid finalement qu'ils ressentent quand ils descendent au fond de la mer ou c'est simplement Alors, ils se mettent, eux, ceux qui descendent en très grande profondeur, ils se mettent en mode de ralentissement physiologique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils ils se mettent à des fréquences cardiaques de 20 à 30 par minute, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais il faut pas qu'ils se mettent trop dans le froid, parce que là, à ce moment-là, ça pose problème. Mais le froid est protecteur. Quand on a, et à Grenoble, on est bien placé pour le savoir, quand on a des patients qui subissent une avalanche, eh bien, parfois, ils se mettent en hypothermie malgré eux, et ça peut protéger le cerveau s'il y a eu un arrêt cardiaque de quelques minutes. Le froid est un élément protecteur du cerveau. Je ne dis pas qu'il faut le faire exprès, mais en tout cas, ça aide. On sait que les noyades en piscine sont plus dangereuses que les noyades en eau de mer parce que le froid, l'eau de mer est plus froide et les patients ont un meilleur pronostic lorsqu'ils ont vécu une noyade en eau de mer qu'en piscine. On sait que le froid est neuroprotecteur jusqu'à un certain point. Alors finalement, vous utilisez les ondes, c'est les ondes régulées que ce soit pour l'électricité, c'est un phénomène d'onde finalement. Mhm. Oui. Oui, oui, bah ça, Laurent est ingénieur, il peut en parler, mais Ah, mais c'est vrai que ce sont même le photon, hein, il y a ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule, hein, le photon, une particule de lumière, c'est aussi une onde, hein, dans la luminothérapie, dans la photobiomodulation, dans l'électricité, sur les interfaces cerveau-ordinateur, on utilise les ondes. J'ai pas parlé d'un projet qu'on a actuellement, par exemple, dans le diabète, où on cherche à avoir des indices de glycémie sur la base de la voix de patients diabétiques, avec un professeur, le professeur Benamou du CHU, mais là encore, la voix, c'est une onde, hein. Donc effectivement, on pourrait quelque part dire que on utilise l'électromagnétisme, le mécanisme de physique de base, que part, c'est l'électromagnétisme, hein, à la fois dans la lumière, l'électricité, et voilà. Et donc, est-ce que aujourd'hui, en termes d'atteinte d'objectifs, sur une échelle de 0 à 10, alors on peut toujours imaginer plein de choses, mais vous en êtes où et qu'est-ce qui, bien sûr, pareil, la question de baguette magique, si vous aviez une baguette magique pour atteindre des objectifs plus facilement, vous en serviriez, pourriez vous en servir pourquoi? Pour des problèmes techniques, des problèmes humains, des problèmes de financement aussi, j'imagine, mais bah, qu'est-ce qui faciliterait un petit peu l'aboutissement des recherches? J'ai bien noté que c'était, pour l'instant, aujourd'hui, ça ralentissait, voire ça faisait disparaître les symptômes de façon assez magique, comme vous le disiez, mais pas la maladie. Donc, tiens, qu'est-ce qui manque pour alors, aller... justement, la maladie, on essaie de la faire disparaître par l'utilisation de l'infrarouge. Notre but, c'est ça. C'est ne Voilà. pas de traiter les symptômes qui sont traités par la stimulation cérébrale profonde et qui sont très très bien traités par la stimulation cérébrale profonde, mais c'est de ralentir la maladie par l'infrarouge. Je dirais que là où on en est, on est à plus de 5 sur 10. On est à 6 sur 10 Ah ouais. on a développé la technologie, on a appliqué la technologie chez les premiers patients.
Donc ça, c'est un énorme pas que l'on vient de faire. On est en train d'attendre les résultats de façon prudente, puisqu'il faut un petit peu de temps pour que cela se mette en place. Donc on a prévu d'étudier les patients pendant 4 ans. On en est les premiers patients à 3 ans de suivi. Donc on avance très bien là-dessus. Pour la stimulation cérébrale profonde, et notamment pour les TOC, on a un projet qui est en cours à Kinatech qui est en train de se terminer, puisque ce projet européen a permis d'opérer 54 malades sur 62, donc on va finir cette année. Pour le froid, ça a été long, mais on est en train, ça y est, de trouver des solutions techniques et technologiques. On a les premières données acquises chez le primate. Donc quand on est chez le primate, ça veut dire on n'est pas loin de le faire chez l'homme. Et puis pour le BCI, on n'en a pas trop parlé, Laurent en a parlé un petit peu, mais pour le BCI, là, on a déjà à l'application humaine. Il y a des essais cliniques à la fois à Grenoble et à Lausanne, et puis dans le monde entier. Donc là, c'est quelque chose qui va évoluer de façon très importante dans les 5 ans qui viennent. Donc là, on a fait un gros pas. Voilà un petit peu en ce qui me concerne sur les données médicales et technologiques. Après, pour le reste, je laisse Pour, Laurent en parler. pour ce qui concerne les activités propres au fond, notamment sur les maladies, par exemple la maladie d'Alzheimer, sur laquelle on a démarré depuis à peu près 2 ans, entre 2 et 3 ans. 3 ans à peu près, oui. Notre objectif, si j'avais une baguette magique, ça serait de lever les fonds nécessaires pour avancer rapidement. Avec les professeurs Magistretti et Mitrofanis, on a 3 objectifs qui sont tout d'abord de détecter la maladie le plus tôt possible, parce que comme disait par exemple le professeur Chabardès, on peut mettre parfois une dizaine d'années entre le moment où la maladie démarre et le temps où la maladie est diagnostiquée. Donc, détecter le plus tôt possible ces maladies, c'est important. Donc, on souhaite avancer sur notamment le concept de biophotons, donc l'analyse de cette lumière émise par les cellules du cerveau, qui change, ça a déjà eu des travaux préliminaires qui montreraient que cette lumière change quand les cellules sont malades. La deuxième terme, c'est prévenir les maladies, donc avec une approche non invasive. Ça, c'est quelque chose d'important. Le professeur Chabardès montre des approches où il y a une chirurgie, où on essaye d'avoir une approche non invasive avec justement une source de lumière qui est à l'extérieur du corps humain, donc du crâne ou de la partie qu'on souhaite éliminer. Donc en termes de prévention notamment, et puis en termes de traitement, bien évidemment ce qu'est en train de réaliser le professeur Chabardès sur la maladie d'Alzheimer, de Parkinson. On souhaite quelque part avoir des résultats aussi, si on a une baguette magique, des résultats sur la maladie d'Alzheimer. En tout cas, c'est la voie qu'on prend. Je reviens sur identifier, Laurent, on peut dire identifier, mais quand? C'est dès qu'on a des premiers symptômes, encore faut-il savoir si on les a, mais Même avant d'avoir des... donc c'est Oui. lors d'un check-up, lors d'une visite de routine, c'est là qu'on Ben, peut imaginer aussi. l'objectif qu'on se donne, mais qui n'est pas un objectif à court terme, hein, mais l'objectif qu'on se donne, c'est d'être capable de construire, grâce aux moyens technologiques du CEA, qui a des capacités en détection de particules, de photons, etc., très sensibles, de détecter les photons émis par des cellules du cerveau. Il y en a très peu en fait, hein, donc d'avoir des récepteurs suffisamment sensibles pour les analyser et analyser leurs propriétés spectrales. Il y a eu, aujourd'hui, il y a eu une publication qui a fait pas mal de bruit dans la communauté scientifique et sur des tumeurs cancéreuses. Il a été montré que dans le cas de tumeurs cancéreuses, ces tumeurs émettaient des photons, mais avec un décalage vers le bleu. Et donc, on pourrait imaginer qu'il y a une signature, je mets bien le conditionnel, hein, c'est ce qu'on cherche à vérifier ou à valider dans le cas des neurones et des astrocytes du cerveau. Il y a une émission, il y a un décalage vers le bleu d'un certain nombre de la lumière émise par les cellules quand les cellules sont en souffrance. Et donc, on pourrait imaginer à terme d'avoir des détecteurs, comme on fait un examen non invasif, bon, on a des détecteurs qui se positionnent autour du crâne ou sur le crâne ou sur les yeux, où il faut trouver encore le moyen Ouais. pour analyser ces photons et dire là, vous êtes en train, même si vous n'avez pas encore de Oui. symptômes, mais en tout cas, vos cellules émettent une lumière qui n'est pas, qui semblerait indiquer que faudrait pousser les examens pour aller plus loin. Vous voyez l'idée? On utilise ça aussi en médecine d'entreprise, enfin pour dire attention là,
Je ne savais pas que vous devenez malade, mais quand on le devient, c'est Alors, parfois trop tard. ce concept de biophoton, c'est vraiment le concept qui tient beaucoup à cœur du professeur, un Ouais. peu comme Stéphane parlait de 2003 sur le froid pour la maladie, l'épilepsie. C'est un peu le sujet favori du professeur Mitrofanis qui a vraiment à cœur de caractériser ces biophotons dans le cas des maladies neurodégénératives. Alors, j'ai une Le- question. la difficulté étant que les photons émis par des neurones ou par des astrocytes sont en quantité beaucoup plus faible qu'une tumeur cancéreuse, par exemple. Ouais. Donc, plus difficile à détecter. Donc, aujourd'hui, à Clinatech, on a mis en place un banc pour détecter ces photons, mais c'est un banc qui a un banc de réception qui est un banc de très haute précision. C'est à l'état de l'art mondial, mais c'est un banc, c'est une structure assez imposante. On n'est pas encore un détecteur portable utilisable chez un patient, pas du tout, hein. C'est encore assez loin. Donc, on a besoin d'avancer rapidement et grâce au financement de nos mécènes et de nos généreux donateurs. Oui, il y a une question. Est-ce qu'un traitement à l'infrarouge pourrait être envisagé pour des patients ayant Parkinson révélé depuis plusieurs années, donc apparemment étant malade depuis plus de 10 ans, par exemple? Alors, pour le moment, on ne peut pas, puisque on utilise l'infrarouge que dans un cadre expérimental, d'essai clinique, chez des patients qui sont porteurs de la maladie de Parkinson depuis moins de 2 ans. Mais ensuite, si cet essai est positif, bien évidemment que le but, ça sera même chez des patients qui ont 10 ans d'évolution, de ralentir l'évolution de la maladie. Donc, à terme, on l'espère. C'est pour ça que c'est très important d'arriver à montrer un effet, puisque à terme, bien évidemment, que le patient, au bout de 10 ans d'évolution, pourrait avoir ce traitement. Mais l'idéal, quand même, ça serait d'avoir une possibilité de dépister la maladie le plus tôt possible pour agir, encore une fois, au moment où il reste encore des neurones dopaminergiques encore actifs. S'il y en a beaucoup moins, eh bien, on ne va pas augmenter leur nombre, on va simplement maintenir ce nombre-là suffisant. Alors, vous avez choisi l'infrarouge en raison du niveau de relativement basse énergie de ces ondes électromagnétiques, oui ou non? Alors, on n'utilise pas les ondes en fonction de l'effet que l'on veut avoir sur les symptômes, hein. On utilise ces ondes-là parce qu'on sait qu'elles pénètrent dans les cellules pour aller activer des petites usines à énergie que sont les mitochondries. On sait par exemple que les ondes qui produisent du bleu sont potentiellement toxiques et sont potentiellement contre-productives. Donc, on est dans l'infrarouge. Par contre, on ne sait pas exactement quel type d'onde est le meilleur. Nous, on teste le 680 nanomètres parce que c'est là où il y avait eu des données préliminaires chez des patients qui avaient des problèmes d'œil, de maladies dégénératives de l'œil, mais on pourrait tester sur du 870 nanomètres, etc. Par contre, on sait qu'il y a des ondes qui ont un effet absolument inverse. On sait et qui ne sont pas absorbées au niveau des mitochondries. Et en Donc, ultraviolet, par exemple, beaucoup plus haut, là? voilà, voilà. Donc ça, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner. Il y a un grand champ d'études là-dedans, mais on sait par exemple que l'infrarouge, lui, il est capté par l'eau, hein, par les cellules, hein. Pour ça d'ailleurs que la mer est bleue et pas rouge, parce qu'elle est absorbée par l'eau. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que la lumière agit globalement sur le métabolisme énergétique des cellules. Donc nous, on utilise, et comme le professeur Chavardes le dit, on utilise principalement aujourd'hui les ondes proches infrarouges pour stimuler les cellules dans leur production d'ATP, donc d'énergie. Mais on peut imaginer des pathologies où on a besoin d'inhiber le métabolisme énergétique des cellules, dans certaines, par exemple, dans des maladies comme le cancer. Donc, on peut, à partir de discussions que j'ai eues avec un certain nombre de professeurs de médecine, c'est intéressant cet effet de modulation de la lumière sur le métabolisme énergétique de la cellule. Et en fonction de la pathologie, on peut avoir à utiliser telle ou telle longueur d'onde. Bon, j'imagine qu'Alexandre en a répondu. Moi, j'avais une autre question. Est-ce qu'on peut utiliser, on pourrait le faire sur d'autres maladies dont on ne passe pas forcément, mais dont vous avez l'idée? S'il y avait d'autres applications, ça serait quoi? Oui, 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 bien sûr dans notre esprit, on peut imaginer le faire dans d'autres maladies qu'on appelle dégénératives, c'est-à-dire des maladies où on ne sait pas pourquoi, mais les neurones se mettent à dégénérer. Il y en a beaucoup.
Vous avez parlé de la maladie à corps de Lewy, mais il y a l'Alzheimer, le Huntington, par exemple, la maladie de Huntington, qui est une maladie très grave, mortelle. D'autres formes de maladie de Parkinson. On peut, mais le problème, c'est que avant de se lancer là-dedans, il faut qu'on ait des bases solides pour avancer progressivement. Donc, la maladie dégénérative la plus fréquente, c'est la maladie de Parkinson. C'est celle qu'on connaît le mieux, c'est là où on a le plus de données expérimentales. C'est pour ça qu'on commence par là. Et bien évidemment que tout espoir est permis. Si ensuite, regardez la stimulation cérébrale profonde à 30 ans, elle a été faite pour la maladie de Parkinson, et ensuite on l'a appliquée progressivement à d'autres troubles du mouvement, puis ensuite à l'épilepsie, puis ensuite au TOC, en psychochirurgie, sur la dépression, sur la douleur, etc. Donc il y a des applications possibles, mais on est obligé d'y aller étape par étape. Alors, ceci étant, je compléterai parce que sur aujourd'hui, le fonds Clinatech a des projets avec, dans le domaine des maladies cardiovasculaires, hein, avec un professeur de médecine en cardiologie donc du CHU de Grenoble. On cherche à voir dans quelle mesure, après un infarctus, l'application de la photobiomodulation, donc non invasive, peut améliorer la réadaptation post-infarctus et éviter les rechutes. De même, il y a eu des travaux qui ont été conduits dans le domaine des AVC, la rééducation post-AVC. Il y a des psychiatres comme le professeur Magistretti, donc, qui travaille pour nous au Fonds Clinatech, qui pensent que pourrait y avoir certains troubles psychiques qu'on pourrait qualifier de maladies mitochondriales. Donc, vous voyez, on revient à la mitochondrie. Donc, disons que l'effet de la lumière sur les cellules est valable, affecte toutes les cellules du corps humain qui sont potentiellement en souffrance. Donc derrière, on peut potentiellement faire le lien avec un certain nombre de maladies. Mais comme le disait le professeur Chavardès, on a vraiment besoin de bien comprendre ces effets et d'aller quand même prudemment. Il y a par exemple dans le domaine du cancer des études qui ont été menées qui ont des conclusions un peu contradictoires. Donc on a vraiment besoin d'avancer sur la connaissance profonde des mécanismes qui se déroulent au sein des cellules, et notamment sur le métabolisme énergétique détaillé qui est modifié par potentiellement la lumière. Mais le champ Si la maladie ne peut être vaincue, le patient peut-il supporter sur une très longue période votre traitement avec une stimulation cérébrale profonde, permanente et vivre normalement, ou à peu près? Alors, oui, j'ai répondu. Les premiers malades ont été opérés dans les années 87. Et avec la cible actuelle que l'on utilise, le premier malade a été opéré en 1993. Donc, ça fait 30 ans. Ah oui. On suit encore des patients qui ont été opérés dans les années 93, 95, 97. Ils ont 20, 25 ans d'évolution. La stimulation cérébrale profonde est une technique chirurgicale qui est très bien supportée. D'ailleurs, je crois que parmi les personnes qui sont dans cette web conférence, il y a un patient que je connais très bien qui a été opéré. Mais le problème, c'est que la maladie évolue. Donc, même si la stimulation cérébrale profonde est très bien supportée, la maladie peut évoluer et nécessitera éventuellement d'autres traitements. Mais oui, la stimulation cérébrale profonde est très très bien tolérée. Le problème, c'est qu'il faut changer les stimulateurs Oui, régulièrement, tous les 4-5 ans. Et actuellement, il y a des stimulateurs qui sont rechargeables, qui ont une durée de vie de 25 à 30 ans. Donc, vous voyez que on a fait. on passe au niveau européens, internationaux. Est-ce que j'imagine vous échangez, j'évoquais tout à l'heure, je faisais partie de la structure française, européenne, mondiale. Comment ça se passe ailleurs? Est-ce que vous travaillez la main dans la main ou est-ce que chacun y va de son côté? Voilà, au niveau européen et états-unien, même chinois, peut-être indien, est-ce qu'il y a des avancées particulières là-dessus? Alors, en général, moi, je suis bien au courant de ce qui se passe, que j'ai la chance de voyager relativement plusieurs fois par an. On est tous à peu près sur les mêmes sujets de travail et de recherche. Ensuite, on travaille main dans la main avec certains groupes, pas avec tout le monde, c'est pas possible. Chacun a ses thématiques. Ce qui est sûr, c'est qu'on est on est tous préoccupés par les mêmes problèmes. Et sur l'infrarouge, on est les premiers à le faire. Donc on n'a pas encore communiqué là-dessus. Bon, et lorsqu'on va communiquer, ça va probablement ouvrir des champs de recherche dans d'autres laboratoires. Et c'est comme ça que les choses progressent. C'est-à-dire qu'il y a une idée qui circule, qui démarre, et ensuite d'autres laboratoires ont d'autres idées sur la même thématique, et ça ouvre de nouvelles voies, des perspectives. Donc
oui, on est au courant de ce qui se passe à droite et à gauche et dans le monde, et il y a des progrès qui sont lents, mais qui sont réels, et en 20 ans, on a beaucoup progressé. Et Laurent, au niveau de la commission, ce qui était étonnant, c'est que quand on a fait, oui, j'avais pas évoqué, il y a quelques années, on avait déjà fait un événement avec l'Institut du cerveau, et j'avais fait venir une personne de la Commission européenne et qui m'avait aussi parlé d'un programme au niveau des militaires d'ailleurs, qui avait lieu avec les États-Unis, la Chine, enfin beaucoup d'autres sur un sujet particulier. Donc, où est-ce qu'on en est au niveau européen, Laurent? Au niveau européen, moi, j'aimerais mentionner une initiative, ce qu'on appelle une infrastructure de recherche scientifique européenne qui s'appelle eBrains, Ouais. qui fait suite, qui vise à fédérer l'ensemble des acteurs qui travaillent dans le domaine du cerveau. C'est une initiative qui regroupe tous les grands laboratoires européens. Donc, bon, bah, bien évidemment, il y a le CEA, le Fonds Clinatech est aussi membre associé. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir. Ce projet fait suite au programme eBrains, programme, pardon, Human Brain Project, qui avait été doté d'1 milliard d'euros, hein, dont le but était gros d'avoir une modélisation numérique la plus fine possible du cerveau. Et donc, cette structuration vers un nouveau programme, une infrastructure de recherche qui s'appelle eBrains, est en cours, là, va démarrer officiellement, on espère, dans ces semaines qui viennent, là. Donc, ce qui est clair, c'est que la problématique du fonctionnement du cerveau, le lien avec la modélisation numérique, etc., est vraiment une thématique importante au niveau de l'Europe, oui, ça c'est clair. Alors, dans les programmes européens, ça fait longtemps, enfin moi je les suis depuis 30 ans, mais on a souvent réclamé ça y est, maintenant c'est acté qu'il faut absolument mettre des end-users, des utilisateurs finaux euh, Oui, pour ça. Alors ça peut être voilà. l'industriel, mais ça peut être aussi le patient ou finalement Oui. les deux. Il faut bien Alors, analyser les impacts et il faut aussi valoriser tout ce qui a été fait avant aussi pour ça, il y a effectivement, ça c'est important ce que tu dis, puisque c'est un peu le but de ce qu'on appelle le RC, European Research Council. Et, et, et donc, là, on a, dans le cadre de Clinatech, 2 programmes européens qui sont un peu dans cette approche qui vise à aller, à suivre le flot de la recherche fondamentale jusqu'à la création de devices qu'on pourra mettre sur le marché, donc vers le patient. Donc, ce sont des programmes souvent en 3 phases. Et donc, le Clinatech est impliqué, notamment dans ce qui concerne les interfaces cerveau-machine, dans 2 projets de ce type, pour aller donc rapidement vers le patient. Et donc, par exemple, dans ces programmes, il y a déjà une start-up. L'idée de ces programmes, c'est d'inclure très en amont des start-up à fort potentiel pour qu'elles deviennent des leaders européens dans leur domaine, des interfaces. Et c'est pourquoi donc on est dans 2 programmes justement sur le volet intégration de ces interfaces et de ces traitements pour les patients paraplégiques. Et puis, donc, sur aussi ce qu'on appelle le BCI du haut du corps pour les patients tétraplégiques, donc là, pour pouvoir permettre la mobilité des membres supérieurs. Je Donc, pense que le CEA, tu parlais enfin, du Pathfinder, etc. Donc, je pense que pour les startups, c'est intéressant si elles ont des idées pour aller de l'avant, même pour les PME, hein. Je parlais de Dixie. Si le CEA ou des grosses structures universitaires, hospitalières, et d'ailleurs, j'ai essayé de sensibiliser nos militaires de l'IRBA, hein, aussi, le laboratoire spécialisé un peu dans tout ça. Moi, je les ai sensibilisés certainement un peu tard, mais du moment qu'il y a des structures assez importantes qui accompagnent, c'est d'autant mieux parce que même si l'Union européenne, vous savez, avant d'acheter des médicaments en gros, finalement, en centrale d'achat, c'est vrai que le Pathfinder, je crois, oui. il avait permis, on avait décidé de financer, des projets non bankable, ça veut dire
non Oui. acceptés par les banques, Mm. avec aussi une participation Oui. au bilan de presque près de 25%, un peu comme fait la BPI, enfin BPI France, Tout à fait. pour Tout certains à fait. projets, si le projet était risqué. Donc, effectivement, il ne faut pas décourager les bonnes volontés. Il ne Tout à faut pas fait. non plus que les startups soient toujours dans la culture. Là, dans le spatial, dans plein de domaines, c'est toujours le cas. Il faut attendre quand même les résultats. Et puis, c'est vrai que si des Exactement. structures sont derrière, ça peut, je pense, réconforter, mais aussi ça peut mettre aussi la pression pour avoir des résultats. Oui, alors effectivement, c'est important ce que tu dis parce que ces programmes qu'on appelle de l'EIC, tout à l'heure j'ai parlé de l'ERC, mais c'est l'EIC le bon terme, c'est European Innovation Council, Voilà. qui ont justement, qui cherchent à dérisquer des projets, des technologies ou des avancées scientifiques pour pouvoir aller sur le marché. Et il y a effectivement ces projets qu'on appelle Pathfinder, qui sont donc de la recherche amont qu'on cherche à dérisquer. Ensuite, il y a des projets qu'on appelle transition et qui débouchent derrière sur des projets accélération, où là, le but, c'est où la Commission européenne peut mettre jusqu'à 15 millions d'euros pour accélérer et donc rentrer au capital des startups pour les aider à grossir et devenir des leaders européens. Mais cet enchaînement Pathfinder, Transition et Acceleration, c'est quelque chose qui est au cœur du programme EIC de la Commission européenne, dans laquelle d'ailleurs les Français sont très bien positionnés, hein. En général, ils ont de bons résultats. Je rappelle tous ceux qui écoutent, pour retrouver ça sur notre site, il suffit de taper l'onglet innovation, recherche ou même dans les courriers qui nous sont revenus de la commission pour nous expliquer tout ça. J'ai encore 2 ou 3 questions pour terminer. Comment sont choisis les patients pour rentrer dans les programmes expérimentaux? Alors, je vais répondre parce que j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Alors, ce sont des projets qui sont ouverts aux patients avec certains critères d'inclusion qui dépendent de chaque essai. Les patients, en général, sont informés au moyen des associations de malades ou Ouais. bien eux-mêmes lorsqu'on communique, hein, c'est très important de communiquer. Et ils nous contactent et à ce moment-là, on vérifie s'ils ont des critères d'inclusion très stricts. Par exemple, pour le NIR Parkinson, ce sont des patients qui ont moins de 2 ans d'évolution de maladie. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui sont très strictes. Ouais. D'autres programmes liés au transhumanisme, tels que ceux d'Elon Musk, Alors, oui. Neuralink, effectivement, Alors, seraient-ils intéressés par votre Neuralink aide? et Elon Musk a fait beaucoup de publicité autour de cela. Il Ouais. utilise des technologies qui sont différentes, qui sont des petites puces implantées directement dans le cerveau. Nous, on n'est pas parti là-dessus. On part sur des implants qui sont à la surface du cerveau parce que ça pose des problèmes au long terme, hein, de laisser des implants dans le cerveau. Et deuxièmement, nous, on n'est pas dans le transhumanisme, on est dans le soin. On est là pour apporter des solutions à des patients parkinsoniens ou épileptiques ou TOC. On n'est pas du tout pour faire des manipulations de je ne sais pas trop quoi. Ça, je crois que c'est un gros fantasme. De toute façon, comme je dis souvent, il n'y a pas besoin de mettre des implants dans le cerveau pour manipuler les gens. Il suffit de les mettre devant un poste de télévision, devant Twitter, et en général, on les manipule beaucoup plus facilement. Donc, Et c'est très important ce que vient de préciser le professeur Chabardès. La Ouais. démarche de Clinatech est vraiment une démarche médicale. Le but est d'aider des patients à mieux vivre leur handicap ou traverser leur maladie ou guérir leur maladie. On n'est absolument pas dans l'objectif de transhumanisme ou de connecter. On n'est pas dans l'homme augmenté. On voilà. ne cherche pas à donner des capacités supplémentaires à un homme, hein, On est pour dans le l'homme connecter. réparé. On est dans l'homme réparé. On veut l'aider à mieux vivre son handicap ou ses maladies, etc. On cherche quelque part à réparer. Pendant longtemps, le slogan de Clinatech, ou du fonds Clinatech, c'était l'homme réparé. Maintenant, on a changé, on est un peu plus moderne, on parle de make the impossible possible, parce que quand que Clinatech fait remarcher quelqu'un qui était en fauteuil, c'est quelque part quelque chose qu'on jugeait d'impossible. Aujourd'hui, quand le professeur Chabardès aborde la maladie de Parkinson ou qu'on cherche à traiter la maladie d'Alzheimer, on veut rendre de l'espoir à des gens qui sont sur des pathologies où l'espoir est difficile à avoir. Donc, il Il faudra, est- faudra éviter les dérives dans la défense ou ah ouais, dans d'autres situations particulières qui pourraient peut-être s'y renforcer. On a vu ça dans la précédente guerre mondiale aussi avec des médicaments particuliers. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. On va tenir aussi les horaires.
je tenais à vous remercier tous les deux, hein, c'est vraiment très intéressant et encourageant, hein. Donc, je vous rappelle que l'intervention a été enregistrée. Vous pouvez la transmettre prochainement, vous allez la recevoir. Regardez aussi comment est-ce qu'on peut accompagner ce sujet-là. Merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout aussi, en espérant qu'on a bien répondu à vos questions. On a peut-être oublié quelques-unes, mais l'essentiel a été dit, je crois. Et puis, je vous donne rendez-vous aussi sur tout le reste de notre programme, à la fois sur les visios Lunar Society, qui auront peut-être lieu aussi en in situ prochainement à Paris également, et puis sur tout le reste de notre programme divers et variés, je rappelle, dans notre identité certes indépendante, mais généraliste. Voilà, on traite énormément de choses, et puis prochainement, ça va être c'est toujours la défense, mais aussi bientôt le salon de l'agriculture avec des startups aussi très innovantes, et puis ça sera de nouveau les salons de l'armement, on va traiter de l'énergie, etc., etc. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, et donc à Merci. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir tout le Au monde. revoir, merci.